Bienvenue à toutes et à tous à la Cité universitaire de Paris pour cette troisième édition du Borders Forum, placée sous le haut patronage de M. Emmanuel Macron, président de la République française. Et je vais commencer par saluer toute une série de personnes, mais surtout à dire des merci. Parce qu'on n'organise pas une rencontre de cette importance sans beaucoup de monde et sans des gens qui ont facilité, au-delà de l'équipe de la mode, qui ont facilité cette organisation. Merci donc à nos partenaires pour cette troisième édition et à leurs représentants dans cette salle. Merci à la Commission européenne, à nos côtés depuis la première édition du Borders Forum. Merci au ministère français de l'Europe et des Affaires étrangères, aux délégués pour les collectivités territoriales et à la société civile, Frédéric Chollet, et à Philippe Boiry, ambassadeur pour les commissions intergouvernementales, la coopération et les questions frontalières. Philippe nous suit de près, j'allais dire, jour après jour. Merci au programme ESPON d'observation de l'aménagement du territoire européen. Merci, cher Victor, que je vois un peu dans les premiers rangs, et à la société de conseil Transmission. Merci au CNFPT, au Centre national de la fonction publique territoriale. Merci au réseau BIG, Border in Globalization, et à Emmanuel Brunet-Jailly, son président. Et puis, je me permets, parce que je ne peux pas saluer tout le monde, alors je salue chacun en ses titres et fonctions, bien sûr, mais je vais saluer les personnalités qui vont intervenir cet après-midi, en particulier Maria-Varinia Michalun, qui est parmi nous, qui est chef d'unité Gouvernance et planification stratégique à l'OCDE, Tibor Navracsics, qu'on vient d'accueillir, ministre de l'administration publique et du développement régional de la Hongrie, qui exerce la présidence, vous le savez, du Conseil de l'Union européenne. Bienvenue, monsieur le ministre. Paco Boya, secrétaire général du défi démographique au sein du ministère espagnol de la transition écologique. Marie-Antoinette Maupertuis, présidente de l'Assemblée de Corse et qui est une vice-présidente de la MOT. Elisa Bertò, du secrétariat général de l'Eurorégion Tyrol-Haut-Adige-Trentin. Cécilia Braun, directrice de l'Alliance interrégionale pour le corridor Rhin-Alpes. Et Gabriel Alperne, à qui nous avons proposé de nous donner cet après-midi l'éclairage d'une philosophe. Merci de votre présence. Enfin, je salue tout particulièrement nos partenaires de la plateforme européenne de la coopération transfrontalière aujourd'hui présents. Karl-Heinz Lamberts, Karl-Heinz, merci de ta présence. Jula Oxkay, secrétaire générale du CESCI. Anne Thévenet pour le réseau TEIN des Euro-Instituts. Et puis, vous me le permettrez, je n'avais pas prévu, mais j'ai fait une rencontre en début de réunion, une rencontre, et je voudrais faire un salut tout particulier à une dizaine d'étudiants qui sont dans un master droit international parcours du droit transfrontalier. En plus, ils sont tout près de chez moi, puisqu'ils sont étudiants à l'université Savoie-Mont-Blanc, à Annecy, et je les salue tout particulièrement. Et c'est aussi un signal fort de dire que la jeunesse est là pour reprendre les grands objectifs que nous allons définir en matière de relations entre pays et en particulier dans les frontières. Merci à vous pour votre présence. En juin 2022, la deuxième édition du Borders Forum s'était déjà tenue ici, dans ce lieu symbolique de la coopération européenne et internationale. Mais déjà, la guerre était revenue aux portes de l'Europe. Les crises désormais se succèdent, y compris dans ce pays. Non seulement elles cumulent leurs effets néfastes sur les personnes et les territoires, mais elles nous détournent quelquefois, et souvent, de ce qui devrait tous nous rassembler par-delà les frontières, la nécessité de la transition écologique. Ces crises induisent un retour de la frontière dans les politiques et le débat public. Ce retour est plutôt délétère aujourd'hui, quand il est synonyme de rejet de l'autre, habitant du pays voisin ou population en déplacement. Pire encore, c'est parfois aux frontières que l'euroscepticisme se manifeste le plus. Dans les récentes élections en France, c'est dans les territoires les plus concernés par le fait frontalier et par l'Europe du quotidien
que l'abstention a été la plus forte. Ce retour des frontières dans le débat public peut toutefois être salutaire s'il induit une refondation de nos conceptions. C'est ce que la mode propose avec les bassins de vie transfrontaliers. C'est une notion que nous portons fortement et que, je l'espère, nous porterons ensemble, parce que là se joue l'avenir, finalement, de la conception de nos frontières. Un tiers des habitants de l'Union européenne résident dans une région frontalière. Un tiers. Mais la spécificité de ces territoires, de leurs besoins et de leurs opportunités n'est pas assez visible dans le débat et les politiques publiques. C'est pour mieux les comprendre, mieux les faire reconnaître, que la mode a porté une expérimentation bassin de vie transfrontalier, soutenue par les membres de notre réseau. Nous avons choisi 5 sites, je l'ai cité, 5 régions, 5 espaces transfrontaliers, France, Italie, Monaco, le Grand Genève, que je connais bien, Pamina, c'est-à-dire le Nord-Alsace, le Nord-Lorrain et l'Eurométropole de Lille. À partir de ces 5 sites, suite à ces travaux, la MOT et son réseau appellent à prendre en compte à tous les niveaux ces territoires transfrontaliers dans leur spécificité. Notre prise de position est disponible en ligne, elle est à l'entrée de la salle, vous avez tous ces documents, je vous invite bien sûr à les consulter, ce sont des documents de référence, c'est finalement le contenu de l'appel politique que nous souhaitons ensemble porter pendant ces 2 journées. Plus que des territoires frontaliers qui mèneraient des existences parallèles, ces territoires sont de véritables bassins de vie transfrontaliers intégrés et interdépendants. Permettez-moi de prendre l'exemple de mon territoire, le Genevois français, au sein du Grand Genève franco-suisse. Le développement de la ville-centre de Genève impacte fortement le versant français et, par ailleurs, en dépend également. Si bien qu'on ne peut aujourd'hui plus penser ce développement de l'un sans prendre en compte les besoins de l'autre. Ces bassins de vie dépassent les frontières administratives qui cloisonnent trop souvent l'action locale et nationale et présentent des enjeux très spécifiques. Ils voient coexister, bien sûr, des systèmes fiscaux, juridiques, économiques et sociaux, parfois différents, toujours, mais parfois même divergents. Assurer un développement équitable et durable est un enjeu quotidien. C'est la vie des gens qui est en cause. C'est ça qui est au cœur de notre réflexion. Quand, par exemple, et je continue mon exemple local, la dynamique genevoise, que personne ne condamne, au contraire, ça va bien, ça se développe, il y a de l'emploi. Mais quand cette dynamique genevoise absorbe la main-d'œuvre française formée en France, par exemple dans le domaine de la santé, génère par là même toujours plus de flux quotidiens et fait monter les prix du logement du versant français, comment garantir un accès équitable aux services essentiels que sont la santé, les transports ou le logement à tous les habitants, quel que soit leur niveau de vie, leur rémunération et le côté de la frontière où ils habitent. Comment créer ce qui aujourd'hui me semble un élément essentiel, une réponse aux interrogations, voire aux rejets que j'évoquais tout à l'heure. Comment créer de la cohésion sociale sur des bassins de vie où coexistent des systèmes et des cultures différentes? Comment planifier ensemble un développement juste et équilibré de nos territoires dans un bassin de vie transfrontalier? Comment donc, au quotidien, mieux vivre ces bassins de vie avec toutes leurs dimensions économiques, leurs dimensions culturelles, leurs dimensions de loisirs, leurs dimensions familiales même, le nombre de familles qui ont la double nationalité et qui habitent des 2 côtés des frontières. Il est donc de la responsabilité des acteurs à tous les niveaux de prendre en compte la spécificité de ces territoires pour répondre à ces défis. La MOT et son réseau réaffirment la nécessité de mieux adapter l'action publique, qu'elle soit locale, nationale ou européenne, aux enjeux propres des territoires frontaliers. Pour répondre aux besoins des populations, il faut
et c'était le titre de notre Borders Forum, il faut oser. Il faut oser porter politiquement ce sujet. Il faut oser faire de nos bassins de vie des territoires d'expérimentation et d'innovation des politiques publiques. Et on le peut, y compris dans notre pays, la France, où une loi le permet, la loi 3DS, je ne rentre pas dans les détails, mais où malheureusement cette loi, quand il s'agit d'expérimenter et de prendre en compte la spécificité, elle n'est pas appliquée. Elle n'est pas appliquée parce qu'il y a des blocages administratifs, etc. Pourtant, c'est la loi. La Motte et son réseau portent donc dans cette prise de position une quinzaine de propositions en ce sens que je vous invite à consulter. J'y ajoute, et je m'en félicite, que la FEDRE apporte 10 propositions supplémentaires, complémentaires, je l'ai dit. C'est dire qu'on n'est pas les seuls à réfléchir à ces éléments-là, qu'on est ensemble en capacité de partager et de progresser. Face à la fragilisation de la libre circulation dans l'Union européenne et au risque de fermeture de frontières que nous avons pourtant durement expérimenté pendant la crise du Covid, osons faire reconnaître la spécificité de la vie quotidienne dans les bassins de vie transfrontaliers et garantir la mobilité transfrontalière de leurs habitants pour travailler, bénéficier de services ou simplement échanger avec leurs voisins, même en cas de crise. Face aux enjeux d'accès équitable de ces populations aux services, aux équipements, aux marchés, osons parler d'expérimentation, d'adaptation des politiques publiques et de dérogation. Osons faire de nos territoires des laboratoires d'innovation sociale et territoriale, afin que résider dans un territoire transfrontalier ne soit plus un obstacle, mais une opportunité. Face aux enjeux d'attractivité et d'équilibre territorial, osons parler de co-développement et de solidarité transfrontalière. Afin de promouvoir un développement juste de nos bassins de vie transfrontaliers, osons imaginer des dispositifs de solidarité transfrontalière, y compris financière, de planification territoriale conjointe et de réciprocité. Face à la complexité d'agir à l'échelle de nos territoires frontaliers, osons développer des outils partenariaux et renforcer l'interconnaissance des acteurs des territoires. Et avant tout, permettez-moi de revenir sur ce verbe très fort aujourd'hui, et avant tout, osons travailler ensemble au développement de nos territoires frontaliers. Ne nous laissons pas enfermer dans des logiques de concurrence ou d'indifférence, mais osons agir ensemble dans des logiques de synergie et de co-développement. Osons porter des visions et des projets communs afin de faire du transfrontalier un atout pour l'attractivité et la qualité de vie de nos territoires. Il ne tient qu'à nous, acteurs et décideurs publics, de faire de nos frontières une couture qui nous rassemble et non une coupure qui nous divise. Il nous faut un nouvel élan, mobilisant tout à la fois les acteurs publics aux différents niveaux, depuis les bassins de vie, localement, jusqu'à l'Europe, les forces vives de la société civile, les entreprises, les associations et surtout, bien sûr, les citoyens. C'est pourquoi nous avons lancé l'appel à un New Deal social, démocratique, citoyen, en écho au Green Deal, au Pacte vert pour l'Europe lancé par la Commission précédente. Et donc, la question que nous posons, et pour laquelle nous sommes ensemble pour commencer à répondre, c'est pourquoi pas un cross-border deal pour 2050. C'est ce que nous allons essayer de mettre en débat pendant ces 2 jours. Et puisque nous sommes dans la salle Konrad Adenauer, je formule le vœu que l'esprit des fondateurs de l'Europe souffle sur le Borders Forum. Nous en avons bien besoin aujourd'hui. Mesdames, Messieurs, intervenants comme participants, la parole va vous être donnée pendant ces 2 jours. Exprimez vos opinions, vos attentes, vos besoins, votre vision d'avenir. Osons donc ensemble ce cross-border deal. Merci. Je vais céder la parole à Maria-Varinia Michalun, qui va mettre cette réflexion en perspective grâce aux travaux récents menés par l'OCDE pour la Commission européenne.
Bonjour. Alors, je vais parler en anglais parce que je pense que ça va être beaucoup mieux pour vous. Écoutez ce que je veux dire en anglais ou écoutez aux interprètes que écoutez-moi parler en français. Good afternoon. On behalf of the OECD and its Center for Entrepreneurship, SMEs, Regions and Cities, I am very grateful for the opportunity to speak to you today. Many thanks to La Motte, its president, Christian Dupessey, and its general director, Jean Peyrony, for inviting me to speak on where Europe can expect to be in 2050 without a cross-border deal. This is such an interesting and important topic, and I truly, truly mean that. In the next few minutes, I'd like to explore three main points. One is breaking the barriers that limit the development of cross-border regions. The second are the preconditions for successful cross-border cooperation. And finally, building on recent work that the OECD has taken on cross-border cooperation, I'm also going to reflect on actions that policymakers can take to build more resilient cross-border regions in 5 years, in 25 years, and hopefully beyond. So, supporting the development of cross-border regions needs to be a concern for local, national, and international policymakers across the EU, and in fact, globally. And there are several reasons for this. First, border regions often make a significant contribution to economic development. In EU countries, for example, cross-border regions account for 30% of GDP. Second, cross-border regions often underperform non-border regions in key metrics. So in 2021, for example, labor productivity in EU border regions was, on average, 14% lower than in non-border regions. And many border regions are distant from large urban centers and have more limited access to healthcare and higher education institutions than other regions, with an impact on the quality of life of residents. Rail and road transport connections also tend to be fewer in border regions, and that limits the movement of people and goods. These factors and others strain the development potential of these regions. And the development gaps experienced by border regions can be attributed to fundamental and often structural barriers. These include legislative, regulatory, and territorial administrative obstacles, but also we need to add cultural and language differences. All of these affect governments, businesses, and residents in border regions. So let me share 4 examples. First, for firms. For companies that are participating in cross-border trade, crossing borders means navigating different tax regimes, procurement rules, and environmental standards. And the result is that despite its single market, in the EU, business costs faced by firms doing cross-border trade can be up to 50% higher than businesses focused on domestic trade. Second, for residents. Residents looking for employment across the border can face obstacles such as long and costly diploma recognition processes. This type of barrier discourages potential mobility across borders. It can also hamper the creation of functional cross-border labor markets, which strains regional productivity. Third, for governments. Legislative and administrative barriers don't affect just firms and people, they also affect governments. A good example is in cross-border infrastructure. In the EU, cross-border infrastructure projects will often take twice as long to complete as national infrastructure projects. Fourth, for the cross-border regions themselves, governance, regulatory, and language barriers affect their ability to address disasters, and we are seeing this need to address disasters increase. Disasters such as floods, wildfires, earthquakes, and pandemics, because disasters don't stop at the border. We know today
that a lack of coordination among EU member states during the COVID-19 pandemic contributed to a drop in GDP of cross-border regions by almost twice as much as that of the EU average. These examples highlight why, in 2017, legal and administrative barriers in the EU cross-border regions alone were estimated to result in a loss of 3% of European GDP. That's the equivalent to about 458 billion euros. And to put it in another perspective, it's approximately equivalent to the GDP of Poland in 2017. So I think it's very safe to conclude that cross-border obstacles affect economic development, service delivery, and citizen well-being. And it is very clear that if we do not make a cross-border deal, these regions will continue to miss their mark in development potential. By 2050, it will mean that not only will their own regional economies underperform, but Europe will be underperforming as well. At the same time, if we succeed in overcoming the barriers to border development, the potential rewards for socioeconomic development in Europe would be significant. Estimates suggest that addressing even 20% of the existing legal and administrative obstacles could boost GDP of EU cross-border regions by 2% and create over 1 million jobs. This aligns with findings from the recent Letta report, which is emphatic about the fact that the more effective cross-border cooperation is instrumental to improving the bloc's competitiveness. Any border deal for Europe by 2050 will need to build on the foundations for cross-border cooperation that are already in place today and that are successful. They are generating results. Governments across the EU and beyond are setting up a range of cross-border mechanisms. For instance, in 2007, the agreement between France and Belgium allowed emergency medical services from one side of the border to intervene in the other. This improved citizen access to life-saving care. By 2023, more than 90 European groupings of territorial cooperation, or EGTCs, had been established across Europe. EGTCs help shape and coordinate the actions of local, regional, and national governments. They work together to support the achievement of cross-border development objectives. They can operate across different sectors, such as education, tourism, healthcare, and culture. They can conduct research. They support cross-border planning. They invest in infrastructure, and they lobby for cross-border development. In parallel, a growing number of border regions are providing public services on a cross-border basis, for example, in healthcare, education, and transport. As of 2022, more than 1,500 cross-border public services were being delivered throughout the EU, with positive implications for the well-being and quality of life of residents in these regions. These initiatives benefit from a range of EU national support mechanisms. For instance, the EU created different funding mechanisms, such as Interreg, to advance cross-border development projects. Over the past 2 years, the OECD has worked with a number of cross-border governance bodies in a variety of European states. From Portugal, European member states, from Portugal to Poland, and from Lithuania to Spain. Our work has been supported by the European Commission's DG Regio, and it shows that cross-border regions are successfully improving the well-being of their residents and laying the foundations for enhanced economic growth. And they're doing so in a variety of ways. For example, in 2010, the government of France and the regional government of Catalonia decided to establish a cross-border hospital in the Cerdanya region. Since opening its doors in 2014, the hospital has offered a wide range of healthcare services, including emergency and continuous care, maternal health, and pediatrics. The creation of this cross-border hospital stopped the region from becoming a healthcare desert, helping it remain an attractive place to live and work. Second,
Some cross-border regions are taking large steps to address barriers to economic development. In Luxembourg, for example, there is a growing recognition that its future growth will depend on effective cooperation with international partners, internal also. This awareness has been driving a framework agreement between France and Luxembourg, under which the government of Luxembourg is providing over 200 million euros to strengthen cross-border rail connectivity between both countries. And third, some cross-border governance bodies are striving to create shared cross-border cultural and economic spaces. The Eurométropole Lille-Kortrijk-Tournai in France and Belgium is offering an example. Its Blue Park initiative connects communities living near the cross-border region's waterways. In this way, it's offering opportunities for leisure, culture, tourism, and sustainable economic development. This is particularly important in a region where 1 in 5 jobs is related to water. These examples illustrate the potential of cross-border action. But there are also preconditions for such action to be successful, and these need to underpin any cross-border deal for Europe. Through our work, we identified a number of these preconditions. First is the need for structured cooperation. Addressing shared cross-border challenges, such as limited economic growth or limited access to services, requires structured cooperation among relevant public and non-governmental actors. International evidence is showing that there's more than one way to set up effective cross-border governance mechanisms. These can range from formal structures, such as EGTCs and Euro regions in the EU, to more flexible arrangements like periodic meetings or joint strategies that are often adopted in other parts of the world. What matters most is that these mechanisms foster dialogue, foster equitable decision-making, and the participation of actors that are able to address shared challenges and have the resources to do so. Plus, they must be able to be willing to work together. Second is understanding and communicating the value added of cross-border cooperation. Cross-border actors need shared understanding of what they can gain from cooperating with each other. And this is especially important when there's a strong asymmetric relationship on both sides of the border. In other words, this includes disparities in employment levels or wages or government fiscal capacity. So identifying cross-border opportunities that benefit both sides of the border is key. And a clear example, again, comes from the French-Luxembourg border. As stated, Luxembourg has funded transport infrastructure in French border communities to help cross-border worker mobility. This approach supports Luxembourg's own economic prosperity, but it is also contributing to the well-being of residents in the entire cross-border region, including in France. Third point is taking time for strategic planning. Without proper planning, in the short, medium, and long term, it's much harder to address challenges such as limited socioeconomic development, congestion, and limited healthcare access. Strategic planning provides cross-border partners with a roadmap to address their challenges and help them mobilize the necessary resources. For example, creating a cross-border spatial development plan can guide land use, infrastructure, and environmental initiatives on both sides of the border, and it can promote cohesive spatial development and sustainable growth. In addition, strategic planning helps ensure that cross-border regions and national and regional governments align their priorities, policies, and investments. This can help regional planning frameworks promote cross-border stakeholder consultation during the strategic strategy design process. And make sure that the diverse needs, capacities, and expertise of the different actors and different levels of government are recognized. Fourth is ensuring sustainable and adaptable funding and financing. Without this, it's going to be impossible to unlock the potential of cross-border regions. In particular, it involves mobilizing public funding and financing for specific cross-border projects in public goods and services. But it also involves exploring partnerships with the private sector.
in order to attract investment. There is limited evidence that the private sector is involved in European cross-border initiatives, and this suggests an opportunity to learn from other regions in other countries. On the western US-Canada border, for example, businesses play a key role in fostering cross-border cooperation, such as by co-financing studies to enhance public transport between urban hubs. Fifth is generating and maintaining political and public engagement. This type of support is fundamental to if cross-border cooperation is going to flourish. I've no doubt that those of us here today are convinced of the value of cross-border cooperation. But the reality is that, at best, policymakers, politicians, and residents are only partially aware of cross-border cooperation. At worst, they may be uninterested or completely unaware and could be skeptical of its benefits if they knew about it. This means that cross-border actors must focus on providing evidence that cross-border cooperation is necessary and valuable. And in this way, they can gain traction with elected officials, policymakers, and citizens alike to move cross-border initiatives forward. Identifying and sharing evidence of successful initiatives can go a long way in accomplishing this. Over time, this can help build public and political support for cross-border cooperation, which in turn can lead to more ambitious and impactful initiatives. Sixth, and finally, is creating space for innovation. Solving cross-border challenges requires creativity, flexibility, adaptability, and acting in innovative ways. Innovation in policy can take many forms, and currently experiments and pilots are increasingly popular. Cross-border regions are already laboratories for the European experiment, but they can also serve as laboratories for overcoming stubborn obstacles, testing and adapting policies and initiatives, also testing new administrative or regulatory approaches before expanding them out. For experimentation to be meaningful, policymakers need space to explore new approaches, and governments should document and share the results of these experiments. This would allow other border regions to evaluate and adopt successful practices to their own contexts. So, where should we focus our efforts to build a more prosperous and resilient set of cross-border regions for 2050? Through the OECD's project with the cross-border regions in the European Union, we developed recommendations for action that policymakers can take to foster sustainable growth in cross-border regions. And if you'll indulge me a little bit, I'd like to name a few that could provide a foundation for advancing discussions on a cross-border deal. First, cross-border governance bodies must enhance their capacity to track and evaluate their performance. This is fundamental in order to understand what works and what doesn't, to adjust mechanisms to support cross-border development, and to build the political and public support needed to help border regions realize their potential in the coming decades. Second, there's a need to invest in cross-border data, both generating it and making it available openly. Access to comparable data helps identify specific border challenges and measures that can affect cross-border initiatives. Third, countries should consider establishing cross-border coordination mechanisms, formal or informal. In Europe, we noticed that regular meetings between EGTCs and national government agencies were vital to identify shared challenges and disseminate innovative practices that could be adopted by other regions and adapted by these regions. Fourth, countries should explore ways to consistently integrate a border perspective into new legislation, policies, and plans. For example, the Netherlands mandates cross-border policy checks during the design phase of new national policies. This involves assessing how proposed policies might affect border regions, particularly in areas like taxation, healthcare, and crisis management, and they need to work to mitigate any adverse effects. Finally, countries should consider establishing mechanisms that will specifically address cross-border challenges, such as legislative barriers to cross-border service delivery.
If the EU regulation on facilitating cross-border solutions is passed, countries could, for instance, create cross-border coordination points that review and help to overcome specific border barriers, for example, those to cross-border investment or public service delivery. Before wrapping up, I would like to briefly share how the OECD can be a strategic partner to cross-border regions, to La Motte, to governments, and to the European Commission, particularly to help unlock the potential of cross-border regions today and hopefully in 2050. Our extensive subnational databases can help policymakers make evidence-informed decisions on cross-border action. We also offer an international platform for exchange on good practices and public policy innovations. Just last week, we brought together cross-border experts from 4 continents to explore practical examples of cooperation. And in May of next year, cross-border cooperation will be on the agenda of the meeting at ministerial level of the OECD's Regional Development Policy Committee being held in Warsaw, Poland. Finally, we developed targeted tools and recommendations to help policymakers design strategies specifically for cross-border needs. A prime example of this is the OECD Cross-Border Framework and Assessment Tool that we developed in order to help policymakers establish and reinforce their cross-border governance mechanisms, again, with the support and help of the European Commission and the cross-border regions that participated in this project. The tool is set for release on December 18th and will be publicly available. So we hope you're interested enough to take a look. To sum up, unlocking the potential of cross-border regions is not merely a necessity, it is imperative for boosting regional development and ensuring the prosperity of Europe over the next quarter century. By embracing and overcoming cross-border challenges through strategic cooperation, shared governance, and innovative practices, we can transform the lives and the livelihoods of border communities. The aspiration should go beyond simply resolving border challenges so that border regions can catch up with their non-border counterparts. Rather, the aspiration is to leverage their unique diversity and richness in order to forge a future where these border regions are vibrant hubs of cultural and economic activity. This is what can happen if we dare to make a cross-border deal for Europe. And I look forward to engaging with you and further exploring how a better cross-border deal for Europe can be struck. Thank you very much for your attention. Thank you, Madame Michalun, for these insightful remarks and for bringing the perspective of the OECD to help broaden our horizons beyond French borders and even beyond borders in a more general sense. It really does add a great value to an event such as this one. And thank you to Monsieur Dupessey for the opening speech and for highlighting the importance of cross-border territories as we look towards the future of Europe, especially in the context of recent crises, and also for highlighting the work that the MOT has been doing recently. I highly encourage all of you to take a look at this work either online or by grabbing a copy of the MOT's position on cross-border living areas, which is available out in the hall. On a more practical note, as you may have noticed, this event is fully bilingual, so if you do require translation either from French to English or from English to French, please feel free to grab a translation headset, which is available at the front entrance. To listen to discussions in French, please select Channel 1, and for discussions in English, please select Channel 2. And thank you to our interpreters for making this event more accessible to all. Without further ado, I am pleased to introduce the beginning of today's roundtables, starting with a discussion on the concept of cross-border peoples. We can't create a societal, democratic, citizen-centric cross-border deal without the trust of people. But does a cross-border demos exist?
How do we cultivate a manifold sense of belonging that can bring people together across borders in a meaningful way? To explore these questions, our first roundtable will be moderated by the MOT's Director General, Monsieur Jean Peyrony, to whom I now give the floor to introduce our distinguished panel. Enjoy. Bonjour mesdames et messieurs, je vais donc modérer ce premier panel de l'après-midi et pour ce faire je vais appeler à me rejoindre madame Elisa Bertò. Elisa, you're representative for Trentino at the General Secretariat of the Euregio Tyrol, South Tyrol, Trentino. Where is she? Okay, fine. Please come on the stage. Ensuite, je vais accueillir Karl-Heinz Lamberts, président de l'Association des régions frontalières européennes. Karl-Heinz, voilà. Je vais demander à Monsieur le ministre Tibor Navracsics, you are Minister for Public Administration and Regional Development and former European Commissioner. Please join us on the stage. Et last but not least, je vais demander à Gabriel Alperne, qui est philosophe spécialiste de l'hybridation, de nous rejoindre sur la scène. Et je vais commencer un premier tour de table. En m'adressant in English to Elisa Bertò. Elisa, you represent an emblematic cross-border territory with its history, bilingualism, and institutions, very original, also on the Italian side of the border and across the border. And I would like to ask you, how do the inhabitants of this territory live with this reality? Is it a source of difficulties or is it a source of hope? Elisa, it's your voice. It's okay? Yeah. So, first of all, really thank you for the invitation and for the opportunity to participate in this round table in order to stay on schedule and not steal anyone's slot. I have written down some notes to answer your question. Ours is a cross-border territory, an area where bilingualism exists and where different linguistic minorities coexist. So, being a borderland, standing on the edge, imposes a choice of interpretation of this liminal position. In other words, here, in these territories, border becomes a method of governance. In fact, these three territories have interpreted the frontier, the border, by building a system of relational self-government where we have both an autonomous region, two autonomous provinces with large administrative and legislative different autonomies, and another level, an EGTC, formed by the two autonomous provinces and the Austrian region of Tyrol. So the autonomy system of these areas is, so to speak, the positive result of the dramatic history of the two world wars, because the region is not just a framework, but the form that allowed South Tyrol and Trentino to be granted autonomy in 1948. And it's still a framework that works above all to remind us that if we are not together, we have no common function. So in this context, the third level, the Euro-regional level, is a way of thinking about territorial autonomy in a different way. It helps to think about autonomy not only in its internal dimension, so a dimension of self-government,
to the one we are most familiar with, but also in this external dimension of cooperation, of cross-border cooperation. Another important point is that we built the Euro region, this EGTC, imagining it politically, culturally, and socially in the 1990s. Before it became a European region, before it became an EGTC. And it has been a gradual bottom-up process. Of course, the fact that it was an autonomous territory that wanted it was a great help. It is the only EGTC made up of such highly autonomous territory, and it's truly a small Europe within Europe. Again, a territorial autonomy was the key element in the development of this innovative institutional model. But why? Because autonomy in general, before defining the way in which an entity organizes itself or its position in a legal system, concerns the way in which it organizes itself on the territory of a given community. So autonomy, by defining territorial spaces as political spaces, becomes a guarantee of pluralism. And the history of South Tyrol has already had a concrete impact on the consolidation of the idea of an Europe united in diversity. The South Tyrolean case offers a useful example in resolving other ethno-national conflicts, but the method chosen is more important than the content of the agreements, because South Tyrol has built itself up through a positive understanding of the border, interpreting the Alpine area as an open space, and it has played out its border position in dialogue without becoming closed off, anticipating new concepts like the cross-border dimension. And in this sense, I always prefer to speak of the South Tyrolean method rather than of the South Tyrolean model. So I therefore believe that this method by which it was built can be a viable one for the next cross-border deal. Thank you. Thank you. This territory and his history is really fascinating, coming from 2 world wars in the 20th century, but so much a success because this region is also very active and prosperous. So thank you very much. Maintenant, je me tourne vers Karl-Heinz Lamberts. Votre territoire, la communauté germanophone de Belgique, a quelques caractéristiques communes avec celles du site Tyrol, mais vous êtes ici aujourd'hui en tant que président de l'Association des régions frontalières européennes, qui rassemble l'ensemble des régions frontalières du continent, qui sont très diverses. Donc ma question est, est-ce que ces régions partagent un sentiment d'appartenance à leurs régions transfrontalières, au-delà de leurs appartenances de chaque côté de la frontière, et une appartenance européenne ? On peut écrire un roman sur cette question et je ne suis même pas sûr qu'à la fin, tout le monde aura vraiment pris une conclusion. Je pars tout de suite un peu de ma région qui, en effet, a beaucoup de points, quelques points communs avec le Tyrol du Sud, notamment historiquement parlant. Tout ça est un peu le résultat de quelque chose qui s'est passé pas trop loin d'ici, à Versailles, au début du siècle dernier. Mais il y a aussi des différences. En tout cas, il y a entre nos deux régions d'intenses relations. Et comme toute région frontalière, la mienne, le Tyrol du Sud, et chacune qu'on peut citer, est un enfant de son histoire. Ça, c'est fort important. On ne peut pas comprendre la situation d'une région frontalière sans plonger profondément dans l'histoire.
l'histoire qui est souvent alors influencée par des frontières et plus encore par le changement de frontières. Ou alors nous avons affaire à des cicatrices qu'il faut transformer progressivement, comme Christian l'a dit, en couture solide pour l'Europe, et ce n'est pas facile. Mon grand-père est né comme Allemand, puis il est devenu en 1920 belge, puis en 1940 à nouveau allemand, et en 1945 belge. Mon grand-père est un fermier qui n'a jamais quitté son village. C'est quelque chose qui est arrivé à beaucoup d'endroits en Europe. Et si on n'a pas ça dans sa tête, quand on réfléchit sur la situation quelque part autour d'une frontière, on ne comprendra jamais. Alors évidemment, chaque situation est différente. Il y a une diversité extraordinaire de frontières. On peut essayer avec des scientifiques ou même avec du bon sens. Les deux vont souvent, mais pas toujours ensemble. Mais ça, c'est une remarque un peu incidente. On peut faire des catégories. Il y a notamment les anciennes frontières intérieures de l'Union européenne, les nouvelles frontières intérieures et les frontières extérieures qui actuellement sont particulièrement dans l'actualité. Et il faut voir chaque fois comment ça s'est passé là-bas. Et le critère le plus important, c'est la nature de la frontière. Évidemment, est-ce que c'est une frontière purement politique ou bien une frontière influencée par une frontière naturelle? Ou quoi encore? Quelle est la situation des deux côtés? Est-ce qu'on parle une langue différente, la même langue? Tout ça joue un rôle extrêmement important. Mais ce qui est le plus important, c'est ce qui se passe quand on change le statut de la frontière. Ou bien on a une frontière dure, protégée par l'armée et par autre chose, donc là les contacts sont plutôt rares. Ou bien on a une frontière ouverte, ce qui est l'essence même de l'Union européenne et de l'intégration européenne. Alors il y a des passages, les gens découvrent ce qu'il y a de l'autre côté, il y a un changement de perspective. On ne regarde plus dos à dos, mais dans les yeux, en se tournant vers l'autre côté, et ça change tout. Mais est-ce que ça crée, pour venir à la question de fond, est-ce que ça crée une nouvelle identité? Là, je suis très prudent. D'ailleurs, je suis toujours très prudent avec les identités. Vous savez, je connais des milliers de gens, vu mon âge, qui n'ont jamais pu découvrir leur propre identité individuelle et qui ont besoin pour le faire du soutien de psychiatres et d'autres médecins. Quand on parle alors d'identité collective, c'est encore autre chose. Est-ce que ça existe, une identité collective? Je crois que ça existe, mais c'est très complexe et c'est toujours multicouche. Et c'est très ambigu. Vouloir définir une identité, c'est le meilleur et le pire. C'est le meilleur si ça sert à s'ancrer, à devenir fort et s'ouvrir vers le reste du monde. C'est le pire quand on considère, grâce à son identité, d'être le meilleur, avoir tout le reste du monde comme ennemi, alors ça tourne vraiment très mal. Et dans les régions frontalières, cet enjeu-là, il n'est pas théorique, il est pratique. On vit par les contacts qu'on a quand les frontières sont ouvertes, dans un bassin de vie, importante notion qui a déjà été aussi soulevée par Christian. On vit dans un bassin de vie et on découvre que des gens qui parlent autrement, qui font autre chose, qui ont une autre structure administrative, fonctionnent quand même et l'interconnexion fait que tout ça doit évoluer un peu. Et progressivement, évidemment, on va acquérir quelque chose qui est différent de son identité régionale ou nationale du départ. On découvre l'autre côté et on s'enrichit. Mais on ne se substitue jamais une identité par une autre. En tout cas, si on veut le faire, c'est très dangereux et c'est même tout à fait contre-productif. Donc, moi, je dirais qu'une identité transfrontalière est quelque chose qui s'ajoute, qui est complémentaire, qui renforce et qui rend plus performant. Et c'est aussi quelque chose qui n'est jamais acquis définitivement. J'étais très choqué, en quelque sorte, je pourrais même dire, quand dans ma région, qui était une très ancienne région frontalière, avec aussi des GECT et des coopérations depuis des dizaines d'années,
quand on a eu le réflexe de la clôture et la fermeture des frontières avec le Covid. Les gens étaient contre, mais ils commençaient aussi déjà un peu à changer dans leur comportement. On était beaucoup plus soucieux de voir, mais est-ce qu'il y a quelqu'un de l'autre côté qui vient ici? Qu'est-ce qui arrive? Comment ça se passe? Et subitement, des préjugés qu'on avait cru depuis très longtemps dépasser retournaient dans le discours quotidien, dans un contexte bien défini. Ce qui fait que, comme dans beaucoup de choses dans la vie, rien n'est jamais acquis définitivement et il faut chaque fois remettre sur la table cette tâche difficile de construire la coopération transfrontalière, y inclus dans son aspect d'identité culturelle et transfrontalière. Merci Karl-Heinz pour cette vision de cette diversité à la fois à travers chaque frontière mais aussi à l'échelle de l'Europe et cette contribution en quelque sorte de cette richesse, de cette diversité à un processus de création de valeurs jamais fini. C'est tout à fait éclairant. Et maintenant, I will turn to Mr. Minister Navracsics. Mr. Minister, the history of your country's borders has been painful. Yet cross-border cooperation is very dynamic around Hungary. Hungary is one of the countries with the largest number of EGTCs. And on the basis of this experience, I would like to ask you, what would be the message of Hungary, which now has the presidency of the Council of the European Union? What is your message about these cross-border regions? Mr. Minister. Well, thank you very much. Good afternoon. Ladies and gentlemen, it's a privilege to be here and to talk about cross-border cooperation, just because Hungary, as it was just mentioned, is deeply involved and deeply interested in keeping and supporting very active and intensive cross-border cooperation, learning from history, because Hungary 100 years ago, after the World War I, during the Paris Treaty, lost 2/3 of its territory. Hungary, probably the only nation in Europe which has borders with its own communities on the other side of the border, because either in southern Slovakia or in western Romania or in northern Serbia, northern Croatia, and eastern Austria, there are Hungarian communities, ethnic Hungarian communities along the border on both sides. So that's why we are deeply interested in developing cross-border cooperation. And the main message of the Hungarian presidency is that Romania and Bulgaria can join the Schengen zone as of 1st of January, because that's the deepest national interest of the Hungarians, but I think that's the deepest regional interest of the Central European nations, because we've just learned in the history and in the 20th century that borders must not cut communities, must not separate communities. If those artificial boundaries cut regions, natural regions, coexistent communities into two, there will be a lack of communication first, then a lack of trust, and at the end of the road there is a war between the communities. And that's a painful lesson for the Central European nations in World War I, but also in World War II, that we must not fight against each other, because regardless of our ethnic origins, we have to live together, because we live in the same region, a region which is mutually, which based on mutual understanding and based on mutual history. And that's why Hungary is deeply interested in supporting cross-border cooperation, because we live in the middle of the Central European region, but also in the middle of the Carpathian Basin. That means that every natural, political and economic lines run across Hungary, and Hungary is a focus for that cooperation.
The painful lesson of the 20th century is that while we usually had national regions with mixed ethnic groups, after World War I, when nation states emerged, all these regions became homogeneous in ethnic terms. There was a huge trend of assimilation and purging other nationalities, other ethnic groups, and it led us to a loss of multiple identities, cultures, and also a kind of mixed cultural identity, which usually help cross-border cooperation. There's only very weak signals of multilingual attitudes or multilingual cultures. Most Hungarians don't speak Slovakian, for instance, or Romanian, or Serbian, or Croatian, and most of the Slovaks barely understand any Hungarian, or most of the Romanians don't speak Hungarian, and that's a pity, because it just makes the mutual cultural communication and cultural understanding more difficult, and it can be a barrier for cultural activities, for economic activities, and so on and so forth. That's why the European integration is a huge promoter of the regional cooperation, and most of the Central European nations are just finding their economic rationale for building up institutions, but also other initiatives for cross-border cooperation. And we can see all these good examples in Twin City programs and projects, shared public services along the Slovakia-Hungary border. And we hope that in the near future we can build similar projects with our Romanian counterparts when Romania will join the Schengen zone as well. So I think that for the Hungarian presidency, it is pretty clear that cross-border cooperation is a value in itself, because it helps us overcoming all these painful experiences of the past, and also building a more peaceful and more prosperous future in the region and also in the European Union. Thank you. This is very clear in what you said, this fact that generally we separate the issue of these border regions with the, I would say, great history or great political process between states, but you clearly showed that, in fact, we should connect the two, and this idea that Schengen, the pursuit of the Schengen enlargement, I would say, is also connected with very local issues, is very lightening, I would say. Je me tourne maintenant vers Gabriel. Gabriel, donc vous êtes philosophe, vous êtes spécialiste de l'hybridation. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce concept de l'hybridation et nous dire en quoi ça fait écho avec cette question transfrontalière? Oui, bonjour à tous, merci beaucoup pour votre invitation. En fait, par hybridation, par ce concept d'hybridation, j'entends le mariage improbable, c'est-à-dire le fait de mettre ensemble des métiers, des secteurs, des sciences, des territoires, des cultures, des imaginaires, qui a priori n'ont pas grand-chose à voir ensemble, voire qui peuvent sembler contradictoires ou concurrentiels parfois, mais qui justement, mis ensemble, vont permettre de créer quelque chose de nouveau. Alors, de nouvelles sciences, de nouveaux secteurs, de nouveaux territoires, de nouvelles cultures, voire de nouvelles langues, en tout cas de nouveaux mondes. Alors, je pense que vous avez compris le lien évident entre cette idée d'hybridation et cette question transfrontalière, parce que de fait, un territoire transfrontalier est un territoire un petit peu hybride. Et effectivement, en tout cas, dans quelques exemples qui ont pu être donnés, et en particulier, je pense au territoire représenté par Elisa Bertò, on voit bien effectivement l'idée de ce territoire qui apparaît effectivement comme particulièrement hybride. Mais là où... En tout cas, pourquoi est-ce que cette question de l'hybride et ce lien hybride transfrontalier est intéressant, particulièrement pour penser à la question en fait de la frontière, pardon, à la question de la confiance, c'est que
si on posait la question à un philosophe bien connu, René Descartes, savoir s'il y aurait un peuple transfrontalier, il nous répondrait ce qui est vrai, c'est ce qui est clair et distinct. Voilà. Ce qui est vrai, c'est ce qui est clair et distinct. Et malheureusement, cette manière de penser les choses a irrigué notre manière de penser, en tout cas en France et en Europe. Une rationalité qui fait que finalement, on a du mal à penser justement ce qui n'est ni très clair, ni très distinct, ce qui est un peu hybride, ce qui se chevauche, ce qui se superpose, ou en tout cas ce qui est dans l'entre-deux. Et de fait, on a toujours du mal à penser cet hybride, en tout cas, ou alors là, en l'occurrence, ce transfrontalier. Et de fait, si notre rationalité était très utile pour pouvoir construire les sciences, pour pouvoir comprendre le monde qui nous entoure, on voit bien que notre rationalité s'est vraiment rigidifiée au fil des siècles, au point de transformer un peu notre cerveau en usine de production massive de cases. Et en fait, on ne se rend pas compte, mais on fait ça toute la journée. Toute la journée, on range les choses dans des cases, on range les métiers dans des cases, les territoires dans des cases, les cultures dans des cases, comme si l'être humain avait toujours besoin de coller des étiquettes, comme si c'était quelque chose qui le rassurait. Mais on voit bien que cette manière de penser les choses est obsolète. Et on le voit par exemple à travers cette passionnante étude justement d'expérimentation sur les bassins de vie transfrontaliers. On voit bien que cette manière très catégorielle de penser le monde, de penser la vie, est obsolète. On voit bien que les vies sont de plus en plus dans des histoires de chevauchement, d'entre-deux. Le citoyen est fait de multiples facettes qui se chevauchent. Et donc, finalement, pour pouvoir penser le monde, pour penser des politiques publiques, pour penser des territoires, on va devoir apprendre à penser, pour le coup, d'une manière un petit peu plus hybride. Et c'est là tout le paradoxe, c'est que le fait que l'on ait toujours eu du mal à penser l'hybride fait que c'est une sorte un peu de grand refoulé que l'on a un peu d'ailleurs un peu diabolisé. J'ai voulu un peu regarder dans l'histoire des idées et je suis tombée sur ce fameux mythe du centaure dans l'Antiquité grecque. Voilà, le centaure, j'ai pris cette figure parce que bon, voilà, c'est un personnage un peu hybride, mi-homme, mi-cheval. Et en fait, quand on regarde les textes qui nous viennent de l'Antiquité ou quand on regarde dans la peinture ou dans la sculpture, eh bien, le centaure est presque toujours représenté comme un être monstrueux, voilà, agressif, maléfique, voilà, comme si voilà, il allait nous faire du mal. Il est représenté avec un arc, une flèche, voilà. Et donc c'est intéressant que finalement, depuis la nuit des temps, en tout cas depuis ce fameux mythe du centaure, on ait autant finalement diabolisé cette idée d'hybridation. Et il y a peut-être quelques hypothèses, et on voit qu'elles ont pu être dites d'une manière explicite ou moins explicite cet après-midi. Si on a autant diabolisé finalement ce qui est hybride, c'est que, et ça c'est le philosophe Mircea Eliade qui disait « Le mythe, c'est une histoire qui nous est racontée pour répondre à une question ou à une angoisse ». Voilà. Donc finalement, pourquoi est-ce que ce mythe du centaure, à quelle question et à quelle angoisse est-ce qu'il répond ? Et finalement, il y a peut-être quelques hypothèses. C'est que ce qui est hybride, en l'occurrence, si on prend ce fameux centaure, eh bien, ce qui est hybride a à la fois pas d'identité et trop d'identité. Alors, forcément, ça peut être un peu déstabilisant. Et puis, ce qui est hybride, en tout cas le centaure en l'occurrence, c'est le fruit d'un mariage improbable, voire d'un mariage interdit. Donc, il y a une forme de transgression dans le centaure. Il y a une forme de transgression dans cette idée d'hybridation. Et on voit bien là que dans le transfrontalier, il y a tout ça. Cette question de l'identité, cela a été dit, à la fois pas d'identité, trop d'identité. Cette question aussi d'une forme de transgression de la frontière. Il y a une frontière, mais elle est plus ou moins poreuse. Et donc, d'où cette difficulté à le penser. Or, encore une fois, pour répondre à la question, y aura-t-il un peuple transfrontalier ? On voit bien qu'il y a une tendance d'hybridation de fond, encore une fois, voilà, qui touche les secteurs, les métiers, qui touche de nombreux domaines de notre vie. Et je pense que la question du transfrontalier s'inscrit dans cette grande tendance d'hybridation. Donc, en tout cas, nous, en tant qu'êtres humains, il va nous falloir apprendre à penser cette hybridité, cette hybridation. Et en l'occurrence, si on veut arriver à penser le transfrontalier et plus précisément des territoires et des peuples transfrontaliers.
Merci beaucoup. En tant que Français, effectivement, on se sent interpellé. Descartes a sûrement effectivement beaucoup influencé nos manières de penser, et je pense aussi au jardin à la française du XVIIe siècle, où effectivement on sent bien que les Français aiment bien mettre les politiques publiques dans des jardins à la française, qui sont quelquefois beaux, mais peut-être qui ne répondent pas à toutes les questions. Et je pense que les personnes ici d'autres pays ont sûrement aussi d'autres réactions par rapport à l'interpellation de Gabriel. Je voudrais maintenant peut-être proposer un deuxième tour de table, en se tournant peut-être plus vers le futur. Hein. On a aujourd'hui ce qu'on appelle quelquefois une polycrise écologique, économique, géopolitique, et elle est de plus en plus terrible, on va dire. Et on a des nouvelles institutions européennes. Hein. Il faut rappeler que la Commission est en place depuis hier. On a un Parlement qui prend ses marques. Et quelque part, cette proposition du cross-border deal, nous la faisons aussi aux institutions européennes, Commission, Parlement, mais aussi aux États, hein, au sein du Conseil, hein, monsieur le ministre. Et donc, qu'est-ce que nous pouvons dire à un horizon 2050 étant un horizon, je dirais, communément adopté pour imaginer des politiques publiques, comment mobiliser les peuples, et peut-être notamment dans un contexte transfrontalier, vers 2050. Et donc je vais à nouveau me tourner, I will again turn to Elisa. Your cross-border territory has many challenges, as any of them. How do citizens in this cross-border region feel about long-term, about the future? Do they have? Is it also something where this diversity helps to think or to act towards this future? So ours is, of course, as I said, a territory with a strong cross-border vocation. The institutions have to adapt to this, and not vice versa. So it was necessary to find a form for these already existing content, an hybrid context. And all this to say that the viewpoint of the inhabitants of our EGTC is therefore already in a cross-border perspective. And this ontological complexity that will always require an instrument such as the EGTC or the autonomy system to be improved, to be rapidly updated. This is why in 2021, we, only 10 years after its creation, we reformed the EGTC's foundation acts, the statute and the convention. We opened 2 big offices in addition to the central one in South Tyrol, so that all 3 territories would have a physical reference point where citizens could actually go. We enlarged the assembly with more members and created consultative bodies too. One in particular, the Euroregion Council of Municipalities, brings together the mayors of the municipalities of the 3 territories. This council meets and prepares proposal for the EGTC board. We have also set up the Euroregion Citizens Council, a round table where a group of citizens draw from the members, meets and formulates proposals for joint projects. Our EGTC, so it's now and should be a platform through which administration can address needs and or channel inputs in a kind of dialogue between administrations. The COVID pandemic had severely undermined international cooperation and even the functions of the EGTC. Our EGTC had become virtually meaningless. And so it was therefore clear that the EGTC needed to be reformed and
democratized so that it could truly become a bridge between the citizens of different territories. In this sense, we have created these other bodies, consultative bodies too, near or close to assembly and the board. So as far as project management is concerned, there are already so many initiatives covering so many different issues. I'm thinking of joint actions on civil protection, projects against gender violence, or more generally, the issue of mobility, which is crucial in transnational territories. Speaking of mobility, our president, Arno Kompatscher, the current president of the EGTC and the president of Autonomous Province of South Tyrol, is working on the possibility of a single ticket for citizens so that they can travel without problems in all 3 territories with just 1 ticket. So it's pretty clear, as my colleague said, the tools are there, and we must look forward to an increasing awareness on the part of politics and the institution that the EGTC is a lab, a very important lab in which meaningful policies can be developed at a broad level, but also at a local one. So it's pretty clear we need just more courage, that's for sure. Thank you. Thank you again, quite interesting, this lab, this involvement of citizens and this co-production of public policies, and also this adaptation to changes, really great example, thank you. Now je parle en français et je me tourne à nouveau vers Karl-Heinz. Bien sûr, l'Association des régions frontalières européennes dialogue activement avec les institutions. Je pense notamment à cette consultation sur Interreg après 2027. On n'est pas encore en 2050, mais on va vers 2050. Et cette consultation qui s'est d'ailleurs aussi adressée aux citoyens, hein, dans l'esprit de la commission qui l'a lancée. Alors, y a-t-il un peuple transfrontalier ? Et vous avez un peu déjà répondu tout à l'heure, mais en tout cas, quel est le message de l'association au nouveau Parlement, à la nouvelle Commission et également au Conseil qui est représenté aujourd'hui par M. Navracsics ? Je crois qu'il y a un grand message à adresser à toutes les institutions européennes. Et ce message est assez complexe. Il est simple, mais il est difficile à réaliser. Je suis intimement convaincu qu'il n'y a pas d'alternative souhaitable à la poursuite de l'intégration européenne. Mais après un demi-siècle d'activité politique, je suis plus convaincu que jamais que ça ne peut pas fonctionner d'une manière optimale dans une Europe, dans une Union européenne qui fonctionne telle qu'elle fonctionne pour le moment. Il faut des changements, surtout si on continue à avoir l'idée de vouloir encore élargir, sinon on va droit dans le mur. Bien qu'il y a aussi des gens qui veulent construire des murs en Europe, mais ce n'est pas l'idée fondamentale de cette intégration et de cette cohésion dont nous avons si urgemment besoin. Et je crois que c'est d'ailleurs le concept par excellence. Si l'Europe veut se positionner convenablement dans le monde d'aujourd'hui, elle doit devenir beaucoup plus cohérente, elle a besoin d'une cohésion forte, sinon elle va progressivement devenir insignifiante, sinon disparaître de la scène internationale. Nous sommes le deuxième plus petit continent sur cette terre. L'Australie est encore un peu plus petit, mais elle est quand même parvenue à fournir le secrétaire général de l'OCDE. Mais il faut savoir aussi qu'il est d'origine de ma petite région germanophone en Belgique. Mais ce qui est particulier à l'Europe, c'est le haut niveau, le plus grand niveau existant sur la terre au niveau de la densité des frontières.
Donc je crois que très sérieusement, on peut dire que c'est à partir des régions frontalières, de leur complexité, de leur diversité, de leur engagement, que peut partir un renouveau européen qui permettra peut-être de faire fonctionner un peu mieux la décision en Europe dans ce fameux triangle des Bermudes entre le Conseil, le Parlement et la Commission. Et n'en parlons pas des structures consultatives comme le Conseil économique et social et notre bien-aimé Comité européen des régions. Là, il y a vraiment un pas important à faire, c'est de se concerter. Chaque région frontalière, tout seul, est toujours marginalisée et d'ailleurs un peu suspecte. Je ne connais pas de capitale dans aucun pays membre qui n'a pas une certaine suspicion quand il voit se faire quelque chose dans la région frontalière qu'il ne domine pas tout à fait. Et si vous allez alors, ou si vous parvenez à avoir un interlocuteur à la capitale, on va d'abord vous dire, mais vous êtes à combien là-bas? Pour dire que vous êtes marginal. Mais si toutes les régions frontalières d'Europe, c'est 40% du territoire et 30% de la population, se mettent ensemble et disent « Nous sommes le vrai laboratoire et le vrai moteur de l'intégration européenne », alors on a des chances de faire des progrès. Mais c'est quelque chose qui n'est pas facile à faire et il ne faut d'ailleurs pas croire qu'on peut avoir la même solution pour tout le monde, mais il faut faire des progrès. Et le progrès immédiat pour lequel il faut se battre maintenant, parce que qui sait ce qui sera la réalité en 2050, qui savait déjà en 2019 ce qui allait se passer avec le Covid et l'Ukraine. Mais le vrai défi, c'est de se battre maintenant, hic et nunc, comme on dit en bon latin, pour le maintien d'une politique de cohésion forte et puissante. Ça, c'est fondamental. Et dans cette politique de cohésion, la cohésion territoriale, celle qui nous concerne tout particulièrement, et notamment avec le programme Interreg, doit être très forte, elle doit être renforcée et il ne faut pas qu'elle se fasse marginaliser parce qu'il y a d'autres priorités, défense et autre chose, ou parce que le désir de centralisation, de recentralisation dans les capitales devient aussi fort qu'on essaie d'éliminer tous ces petits décideurs qui, à gauche et à droite, s'occupent de la cohésion parce que c'est une politique à gestion partagée. Donc là, il faut se battre maintenant. C'est très important, mais ça vaut la peine. Et là, nous avons, comme région frontalière, un message tout particulier à formuler. Et cette fameuse hybridisation dont vous avez parlé est peut-être un atout parce qu'elle nous renforce. Nous savons que les choses ne sont pas certaines et définitivement acquises. Nous savons qu'il faut être très flexible et très efficace, très dynamique pour gérer une situation qui est un peu hybride, mais tout ça ensemble, ça peut être vraiment un impact, ça peut avoir un impact très important sur la définition de la politique européenne pour les prochaines années, mais cela suppose aussi, surtout dans les régions frontalières, qu'il y ait un très haut niveau de confiance, parce que sans ça, on n'arrivera jamais. Merci beaucoup, Karl-Heinz. Vous posez quand même une forme de paradoxe entre, bien sûr, cette diversité, cette richesse et ce besoin de cohérence pour l'Europe, parce que sinon elle va s'effondrer. Cohérence, cohésion et, en même temps, diversité. Peut-être que tout à l'heure, Gabriel pourra nous éclairer aussi. Mais I will now turn to Minister Navracsics. I would like to ask you, what will cross-border regions look like in 2050? Big question, but also more concretely, how will states, EGTCs, European institutions work together? How do you see that? Well, I think when we go further on this road, just mentioned by Karl-Heinz, how to make a good solution between diversity and cohesion, and it has a relevance
for also our deadline of 2050, we have to distinguish two types of regions and two types of regional cooperation, because we have a kind of regional cooperation where two entities, two historical or two economically perfect regions work together. There are no cultural problems because they usually know each other for centuries, and there are no ethnic problems, there are no cultural problems. For instance, the regional cooperation between the Southern Carpathian region in Slovakia and the Northern Carpathian region in Poland, in southern Poland, is a clear example for that. I mean, it's about economy, it's about transport, it's about culture, and they've been living together for centuries, so they know each other. There are no signals of misunderstanding or nothing. In this route, I think we can use the Committee of the Regions, for instance, the EGTCs, all these established forms of cooperation, and we can go faster. And definitely by 2050, we can build up a good and efficient way of cooperation in economic terms, in cultural terms, even probably in political terms, because both belong to the Schengen area. There's a freedom of movement and so on and so forth. On the other hand, there is another type of the regional cooperation when once single regions, once united, or regions which were entities, the same region, were cut into two during the history, and became two regions basically, made by historical decisions or political decisions. And in these regional cooperations, we have to establish first the mutual trust, or regain the mutual trust. We have to build bridges in literary terms of the word, but also in symbolic terms as well. And first we have to start with cultural cooperation based on local initiatives, and linking these two separate parts of the same region into one. So it's an exercise of the reunification first, and then we can build up institutions, we can build up a common identity again, or rebuild a common identity, and we can start living in a reunified region. That's a more painful process and slower process. So I'm not sure if we can reach a good result by 2050. But we have to start now, because the European integration gives us the possibility, gives us the opportunity to start this process of mutual understanding, of mutual trust, and that's why we have to start with very pragmatic steps. For instance, reunification of a city, for instance, between Italy and Slovenia, the Gorizia, Nova Gorica, between Slovakia and Hungary, Komárno, Komárom, or Sátoraljaújhely, Slovenské Nové Mesto. Those are cities which once were a single city, but they became cut into two, and caused lots of pains, traumas in family histories, in communities' life. So we have to heal these wounds, and we have to start a cultural exercise for mutual understanding. And then when we have this mutual benevolence, we can build institutions, economic cooperation, and a prosperous common life on that foundations. So that's a slower and more painful, but I think more prestigious, even more difficult process. We have to do both. Thank you to have recalled this ambivalence of history. In some cases, history that can join people, and sometimes history that
at the beginning is dividing people, but it's also a challenge to find ways to reunite, reconcile, and of course it's very much linked to Europe itself. And well, we are in this room, which name is Konrad Adenauer. I think it's a valuable example. Je me tourne maintenant à nouveau vers Gabriel. Alors comment est-ce que cette philosophie de l'hybridation peut éclairer les territoires vers l'avenir, et notamment Karl-Heinz a parlé de la confiance. On voit bien qu'effectivement s'il n'y a pas cette colle, ce mouvement de la confiance, c'est difficile de faire quelque chose. Oui. En fait, dans toute la question qui est posée, enfin, en tout cas la question qui est posée par le transfrontalier, c'est la question de la relation à l'autre. Et c'est là où finalement des pays ne sont pas bien différents d'êtres humains. Voilà, en fait, la question qui est posée, c'est quelle est la juste relation à l'autre ? Et c'est pour ça que finalement la question de la confiance est étroitement liée à la question de l'identité. On en a déjà parlé un peu. Mais peut-être une petite incise avant de venir plus précisément dans le sujet. Peut-être pour comprendre pourquoi la question de l'identité est aussi compliquée, encore une fois pour l'être humain, c'est un très grand intellectuel européen, malheureusement trop peu connu, qui s'appelle Elias Canetti, grand intellectuel du XXe siècle, qui nous rappelle que finalement, si l'être humain a autant de mal avec la question de l'identité, c'est parce que ça vient lui rappeler un vieux réflexe archaïque lorsque l'être humain était dans la jungle ou dans la savane, où finalement, lorsqu'il faisait face à un congénère ou une entité, enfin en tout cas un autre vivant, la première question qu'il se posait, c'était est-ce que tu es la proie ou est-ce que tu es le prédateur ? Autrement dit, est-ce que tu vas me manger ou est-ce que je vais te manger ? Et en fait, cette question, je trouve, de la proie et du prédateur est intéressante parce que finalement, on ne l'a pas perdue. Aujourd'hui encore, quand on se présente, on décline son identité, on décline son métier. En tout cas, le fait qu'on décline comme ça son identité montre bien que, comme si on déclinait son identité pour bien expliquer à l'autre, non, je ne suis pas un prédateur. Et voilà. Donc c'est pour ça, encore une fois, que cette question de l'identité est aussi importante dans la relation à l'autre. Et en tout cas, s'agissant de cette philosophie de l'hybridation, en quoi est-ce qu'elle peut éclairer la question du transfrontalier ? C'est parce qu'encore une fois, elle pose la question de la relation à l'autre. C'est pour ça que je me suis permise de prendre cette figure du centaure, mi-homme, mi-cheval. Parce qu'en fait, dans le centaure, il y a quelque chose qui m'a toujours interpellée, c'est me dire quel est le type de relation qu'il y a entre la partie humaine et la partie cheval dans le centaure. Voilà. Est-ce qu'elles sont dans une relation de fusion, où on ne sait plus vraiment qui est qui ? Est-ce qu'elles sont dans une relation de juxtaposition, où en gros on a collé un torse d'homme sur des jambes de cheval, mais chacun fait sa vie de son côté ? Ou est-ce qu'elles sont dans une relation d'assimilation, au sens où il y a une partie qui essaye de prendre le pas sur l'autre et de dévorer l'autre ? Voilà. Fusion, juxtaposition, ou assimilation, au sens où un essaye de prendre le pas sur l'autre. Voilà. Quelle est la juste relation à l'autre ? Alors évidemment, ma question est une question piège, puisque ces trois modes de relation à l'autre, fusion, juxtaposition, assimilation, ce sont les trois pièges de la relation à l'autre. Et ça, c'est vrai en amour, en amitié, en géopolitique, ou dans les relations professionnelles, voilà, quand une fonction prend le pas sur les autres. Voilà. Et on voit bien que finalement, c'est tout le défi européen, voilà, c'est de ne tomber dans aucun de ces pièges, ni la fusion, ni la juxtaposition, ni l'assimilation. Et donc la question, c'est finalement, quelle est la juste relation à l'autre ? Et à mes yeux, le centaure, lui, justement, il ne tombe dans aucun de ces pièges. Et il inaugure plutôt une forme de quatrième voie que j'appelle la métamorphose réciproque. Voilà. La métamorphose réciproque. Autrement dit, pour faire un centaure, il ne faut pas juste mettre un homme sur un cheval. Non, il faut bien que chacune des deux parties se métamorphose au contact de l'autre pour créer ensemble cette tierce figure qu'est le centaure. D'ailleurs, pour prendre un exemple trivial, mais au moins qui parlera à tout le monde, c'est bien ce qui se passe en amour ou ce qui devrait se passer. Chacune des deux parties se métamorphose au contact de l'autre pour créer ensemble cette tierce figure qu'est le couple. Voilà. C'est ça la métamorphose réciproque, c'est ça cette idée d'hybridation. Et c'est là où finalement, c'est à mon sens tout le défi de l'Union, enfin en tout cas de l'Europe, voilà, c'est de créer ces métamorphoses réciproques, voilà, de manière à ne pas tomber dans ces pièges relationnels qui font soit que l'on a perdu son identité, ou on est dévoré par l'autre, ou alors on est dans une simple coexistence comme des colocataires, mais finalement on s'ignore réciproquement. Et toute la question finalement, pour conclure, qui est posée là, c'est que
Et c'est ce qui m'a beaucoup interpellée dans le travail justement de la mode, cette expérimentation sur les bassins de vie. C'est qu'on voit que finalement, il n'y a pas un transfrontalier, il y a une multitude de transfrontaliers. Il n'y a pas une métamorphose réciproque, mais il y a une multitude de métamorphoses réciproques. Et donc, il n'y aura pas un peuple transfrontalier, il y en aura un certain nombre. Et c'est toute la difficulté de l'exercice aujourd'hui, c'est à la fois poser des grands principes d'un cross-borders pacte, ou forum, qui, en même temps, puissent être dans une justesse à l'égard de l'histoire et de la géographie de chaque territoire transfrontalier. Donc c'est ce défi de la métamorphose réciproque qui nous est posé. Merci, très éclairant. D'ailleurs, voilà, vous êtes applaudis. On peut encore prendre quelques minutes. Peut-être je vais demander peut-être non pas à nouveau vous poser des questions, mais peut-être vous demander peut-être une réaction finale, chacune d'entre vous, avant de terminer cette table ronde. Peut-être aussi par rapport aux interpellations de Gabriel. Et donc je reprends encore l'ordre et je me tourne à nouveau vers Elisa. What would be your reaction to what the different speakers have said? How do you agree or not with this idea of hybridization? So, as I already said, our context is already an hybrid context, and this position of multi-hybridization and the position of different regions, different citizens, could be a good point to view again this transnational collaboration, and also a good frame to interpret much more in deep what we do every day. So thank you for these philosophical appeals. Thank you very much. Elisa, I would add that what is really interesting in your territory is that hybridization is also internal to the Italian part, because you have these two sides of the Italian side, I would say, which is really very, very inspiring. Yeah, we have two autonomous provinces, so two different autonomous systems in a region. So with the second frame, that's a problematic one. A region in which we have to try to find a solution at the first step. So the way to stay together in a region, and then a way to stay together in a Euro region. And this third level, this Euro region level, helped us to stay better also in the second one, also in the regional one. So also these conflicts, these Hungarian ones, also in ours, was really difficult in the regional frame, but the EGTC helped us to find more reasons to stay together also in the regional one. So in this case, the institutions helped us to reunify what the history separates. Thank you. Karl-Heinz. D'abord, une remarque, je crois que ça serait bien que dans ce genre de débat où on a souvent soit des politiciens ou bien des gens de la pratique, on associe chaque fois un philosophe. Parce que c'est vraiment très enrichissant. Et l'hybridisation, en fait, caractérise la vie quotidienne dans une région frontalière, surtout à partir du moment où les certitudes disparaissent, où les frontières s'ouvrent. Parce que quand on est vraiment enfermé par une frontière, alors le problème ne se pose pas, on n'a pas de contact. Et dès qu'on a alors cette dynamique qui s'engage, alors il est évident qu'on va tomber sur un tas d'obstacles. Chaque problème qu'on va résoudre va en créer trois nouveaux, et c'est encore de l'hybridisation.
Il faut d'abord, alors, une fois vraiment se mettre à ce savoir-faire pour gérer tout ça. Et puis, on peut aller plus loin, je crois, en essayant de faire des choses en commun, ensemble, et de trouver aussi des mécanismes de coopération, des structures. Les GEC, en effet, ont fait un grand travail, on le voit notamment avec celui de Trentino, Tyrol et Südtirol. Je pourrais raconter la même chose avec les deux GEC auxquels appartient ma région, la grande région Saarlaux-Lux et la plus petite région Meuse-Rhin. Et c'est partout la même chose à travers l'Europe, c'est très fort. Mais il reste néanmoins qu'il y a toujours une tension existante et qui se maintient. Et pour la dépasser, il faut définir la bonne relation aux identités en présence et à la manière de les faire vivre ensemble. Et les identités sont quelque chose qui, par définition, insiste sur la différence. Sans différence, il n'y a pas d'identité. Et ça, c'est très fondamental si on réfléchit ça au bout. Et alors là, il y a les pièges, ou les dangers, c'est même pas un piège, c'est un danger de faire soit assimilation, soit domination, ou fusion est une domination en réalité, parce qu'il y a toujours un qui va disparaître, ou alors simplement coexister. Et faire autre chose peut en effet s'appeler vraiment très bien cette métamorphose, mais elle ne vient pas tout seul. Et elle n'est pas donnée à tout le monde d'office. Je crois que pour y arriver, il faut avoir une grande compétence en matière de communication interculturelle. Et ça, c'est quelque chose qui est très compliqué. C'est beaucoup plus que d'apprendre la langue du voisin, ce qui est déjà souvent difficile. On a vu avec il y a peu de voisins hongrois qui parlent, États voisins qui parlent hongrois. Et ça vaut même pour l'allemand et le français dans des régions comme la mienne ou ailleurs. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut savoir en toute hypothèse, mais il faut savoir beaucoup plus. Il faut en réalité, pour réussir ce jeu-là, il faut presque connaître l'autre mieux qu'il ne se connaît lui-même. Merci. Mr. Minister, the word of conclusion from Hungary. Yeah, the conclusion is that in national capitals always look for simple and clear-cut solutions. But people from the border regions can teach us that life can be very complicated. For instance, we have some villages in Hungary along the eastern border which haven't been approachable since 1920, because the railway links come from the Romanian territory, and the Romanians cut the railway links. So there are roads, of course, but there's no railway, and we hope for a radical improvement if Romania will join the Schengen zone. We can rebuild all those links which were cut after World War I, and you know, these marginalized geographical position can cause also marginalized social position. If you live in a village close to the border where there's no transport links, you can't commute, you can't go to the neighboring city for having job because there's a border, and you can't cross the border because there is no border patrol, there's no station to cross the border. It can make the life very difficult. So that's why hybridization is an everyday feature of life, and we must not think exclusively in clear-cut and simple solutions, because life is sometimes much more complicated and much more hybrid than we think. Thank you. I would like also to thank Hungary for the success in the negotiation of the facilitating cross-border solutions regulation, where in the Council you succeeded in reaching a compromise. Maintenant, je me tourne donc une dernière fois vers Gabriel Alpern. Peut-être le mot de la conclusion de la philosophie, hein, qui est le soir, la chouette de Minerve, n'est-ce pas? Alors, pour le coup, ce ne sera pas de la philosophie, mais de la littérature. Mais
on pourrait presque dire que c'est de la philosophie. Je suis tombée il y a quelques jours, justement, en réfléchissant à cette journée, sur un texte de Dostoïevski qui nous fait réfléchir. Et il dit, donc 19e siècle, il nous dit « Tous les Européens se dirigent vers un seul et même but, un seul et même idéal, c'est un fait incontestable, mais leurs intérêts territoriaux, s'excluant mutuellement ou s'avérant inconciliables, les divisent et leurs chemins sont de plus en plus séparés et éloignés d'une voie commune. Manifestement, chacun d'eux s'efforce de poursuivre l'idéal humain universel dans son coin, par ses propres forces, nuisant à leur cause non moins qu'ils se nuisent à eux-mêmes. » C'est un texte qui date du 19e siècle, mais qui est encore d'une actualité brûlante. Et ce texte qui peut sembler négatif, il y a un élément que je retiens, c'est cette idée d'idéal humain universel. Parce que finalement, et c'est peut-être ce que représente, ce que symbolise le transfrontalier, c'est bien cet idéal humain universel, c'est-à-dire le fait de pouvoir être ensemble, vivre ensemble. Vous parliez de cohésion, mais c'est bien de ça qu'il s'agit. Donc c'est bien toujours, encore une fois, cette éthique de la relation à l'autre qui nous est posée et qui est un idéal humain universel. Merci Gabriel de conclure sur Dostoïevski. On pourra échanger en bilatéral. Je pense qu'on peut applaudir les panélistes. Et donc, avec quelques minutes d'avance, aller vers une pause. Martina, tu fais la liaison. Oui, donc, thank you so much to our speakers for their diverse and their thought-provoking insights on a topic that is so central to cooperation, not only for finding common goals across borders, but for building a common identity. So thank you. Our second roundtable of the day will tackle equally pressing questions in the context of a potential cross-border deal as we look towards the future. But before we dive into discussions, and as Jean mentioned, we have a quick break to stretch your legs. I do insist on this being short, so please be back by 4:40 so we can start in a timely manner. Thank you.